8 août 2025, chers téléspectateurs, chers auditeurs de Gandhi Malien TV, ravi une fois de plus d'être avec vous dans le cadre de l'émission Parole aux Africains. Comme d'habitude, nous sommes avec d'éminents experts. Nous retrouvons Dr Mamadou Sylla Traoré aujourd'hui pour nous aider à décrypter ces thèmes que nous avons au sommet de l'actualité. Il s'agit de la libération des 4 chauffeurs marocains qui étaient détenus par les groupes extrémistes, le groupe terroriste qui s'est fait appeler EIGES, État islamique au Grand Sahara. Pour l'accompagner, nous avons aussi le doyen, l'expérimenté, qui n'est plus à présenter, l'inspecteur de la douane à la retraite, M. Daniel Koulibaly. Docteur, bonjour. Bonjour, général. Bonjour, mon collaborateur, M. Koulibaly. Ok. Qui est mon oncle avec lequel on s'entend très bien. Ok. Mais c'est vrai qu'il me manquait un peu, parce que ça fait 1 ou 2 semaines que j'ai participé à l'émission. Effectivement. Ça, c'est dû aux turpitudes de la vie. Bon, voilà. Aux obligations professionnelles. Aux obligations professionnelles également, voilà. Ok. Merci beaucoup. Doyen, bonjour. Bonsoir Diawara, bonsoir à mon neveu, co-débatteur, bonsoir à tous les travailleurs de Gandhi TV ainsi qu'à tous ceux qui ont l'amabilité de nous suivre à chaque fois. Merci beaucoup. Comme d'habitude, nous commençons avec les doyens parce que la libération des 4 otages, nous avons besoin de requérir les impressions de nos experts ici présents. Doyen, qu'est-ce que ça vous dit, la libération des 4 otages marocains? Bon, humainement, c'est une très bonne chose. Ok. Je voudrais un peu, peut-être, donner un peu ma vision de la géopolitique. Allez-y. La géopolitique, ça veut dire garde-toi devant, garde-toi derrière, garde-toi sur tes 2 côtés, à droite comme à gauche. Effectivement. C'est-à-dire tu dois te garder sur tous tes côtés. Le deuxième presque adage, c'est un adage africain qui dit, bon, dans l'obscurité, vous êtes plusieurs, tu dois pouvoir apercevoir l'ombre de la main de chacun de tes contacts. Tout à fait. C'est ça, c'est vraiment la jungle. Et donc, en ce moment, quand on dit que des otages ont été libérés, c'est une très bonne chose. Couramment, ça se fait. Malheureusement, aujourd'hui encore, nous avons des soldats et d'autres personnes qui ont été kidnappées qu'on n'a pas réussi encore à libérer ou à faire libérer. C'est une bonne chose, mais ça pose beaucoup de questions. Et la première question, c'est comment cette prise d'otage a-t-elle pu être effectuée? Parce que quand il semble qu'ils transportaient du matériel électrique pour le Niger. Effectivement, c'est entre Burkina et Niger que sont arrivés. Burkina et Niger. Lorsque vous arrivez à la frontière, obligatoirement, vous devez vous présenter au bureau de douane avec votre cargaison et un manifeste, enfin un document pour dire ce que vous avez, ce que vous transportez. En ce moment, on vous établit ce qu'on appelle un acquis à caution. Dans le temps, c'était le carnet triette. Transport routier inter-État, mais ça c'était à l'intérieur de la CEDEAO et l'UEMOA. Mais dans tous les cas, une marchandise qui se présente un camion qui se présente à la frontière pour entrer, on établit un acquis à caution, qui est un document qui couvre la marchandise durant son trajet jusqu'à son point de dédouanement ou à son point de sortie, si c'est un simple transit. Ces camions, sur ce document, cet acquis à caution, il y a la nature de la marchandise, la cargaison, tout ce qui est marqué, tous les renseignements sont dessus, y compris la route que le camion doit suivre jusqu'à son point de déchargement ou à son point de sortie. L'itinéraire. Et donc, vu que nous sommes dans des pays qui sont en guerre, qui sont victimes de terrorisme, vous rappelez des attaques contre le cargaison qui partait à Djibo et qui a été pratiquement la cause du départ de Damiba, parce que ça a fait un grand scandale. Mais à partir de ce moment, toutes les cargaisons sont couvertes, et même d'une façon ordinaire, je dis bien ordinaire, les camions qui rentrent, on peut faire un convoi. Ça, c'est un convoi qui est couvert par la douane.
avec un homme en ouverture et un homme en fermeture. Donc ça, c'est l'escorte douanière, d'une façon normale. Mais si vous ne pouvez pas attendre, vous commandez une escorte spéciale. Comment ces camions, s'ils se sont présentés à l'entrée du Burkina, pour traverser le Burkina et aller au Niger, ont-ils pu, est-ce qu'ils étaient sur une route nationale? Parce que cette route, cet itinéraire, comme tu l'as dit, est tracé, est décrit sur l'acquis à caution. Comment se sont-ils trouvés sur une route qui n'est pas, on appelle ça les routes légales? Comment se sont-ils trouvés en dehors d'une route légale? S'ils étaient en dehors d'une route légale, ils sont en infraction déjà. Et si on ne peut pas soupçonner nos frères, ils sont très rigoureux, les Burkinabés, on ne peut pas les soupçonner de négligence. Est-ce qu'ils sont passés par les postes de douane pour être accompagnés par une escorte douanière? Mais est-ce que la douane aujourd'hui peut sécuriser de tels convois dans ces contextes de crise? Mais si ce n'est pas la douane, ce seraient les militaires qui le feraient. Dans tous les cas, c'est une précaution. Parce que Djibo, qu'est-ce qui a fait qu'on a pu finalement commencer à ravitailler Djibo? C'est que les cargaisons étaient accompagnées, même au Mali ici. Les ravitaillements, soit en pièces détachées, soit en armes, soit en produits alimentaires, dans certains coins, en Songo et autres, sont accompagnés par des militaires. Ouais, même le carburant. Même le carburant. Donc, aujourd'hui, par mesure de précaution, aucun véhicule ne doit pouvoir traverser sans escorte. Que ce soit une escorte douanière, avec une escorte douanière et une escorte militaire, pour sécuriser les choses. Est-ce que cela a été fait? Si ça n'a pas été fait, est-ce que les camionneurs n'ont pas eux-mêmes commis des fautes? Une petite faute dont la conséquence peut être très grave. Voilà une première question. En tout cas, au moment de l'enlèvement, j'ai précisé, au moment de l'enlèvement, il n'y avait pas d'escorte. Il n'y avait pas d'escorte. C'est pour appuyer ce que vous venez de dire. Or, généralement, ce que je dis, les Burkinabés sont présents, ils sont rigoureux dans ce qu'ils font. La deuxième question qu'on se pose, c'est vrai, c'est des Marocains qui ont été enlevés. Mais quel est l'intérêt du Maroc de chercher à faire libérer ces gens? Le Maroc parle à son peuple. Les autorités marocaines parlent à leur peuple. Nous avons des éléments, nos ressortissants ont été pris en otage. Nous avons réussi à les faire libérer. Ça donne plus de confiance à ce gouvernement-là. Ça prouve aux Marocains qu'ils sont protégés par leurs autorités. Mais quel est l'intérêt du Mali? On est bien obligé de se poser cette question. Ce n'est pas seulement parce qu'on a pu les libérer qu'on ne doit pas se poser cette question. Parce que qui avait fait les rapts? Qui les avait pris en otage? On parle de l'État islamique. L'État islamique. L'État islamique ne se bat pas au Maroc. Il se bat dans les 3 pays-là de l'AES. Alors, nous avons quel intérêt à aider à les libérer? Si on sait que la libération ne se fera pas sans contrepartie. Mais d'après les informations officielles dont nous disposons, la libération a été possible grâce à une coordination de l'agence de renseignement du Mali avec son homologue, c'est l'agence de renseignement du Maroc, c'est-à-dire les deux services. Les deux services se sont mis ensemble oui. Pour obtenir cette libération. Oui, mais ça n'a rien à voir avec la contrepartie. Quelle contrepartie? Peut-être une opération militaire. Ah, si c'était le cas, on l'aurait dit. On parle d'une libération. On parle d'une libération. Bon, libération, ça peut être contre. Voilà. Le contenu. Voilà, le contenu, bon, on ne le sait pas. Nous sommes pour notre pays, nos intérêts d'abord. C'est ce qu'on a dit et les Blancs nous ont toujours appris à dire. Ils ont dit et on l'écoute, on doit les intégrer. Ce qu'ils disent. Les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Le Mali, dans cette libération, le Maroc avait intérêt à ce que ses ressortissants soient libérés. Ils peuvent négocier financièrement comme ils peuvent donner. Mais le Mali, dans ça, si c'est négocié pour faire libérer des ressortissants marocains des mains de l'EIGS,
si la contrepartie, par exemple, est de nature financière, ça servira à nous combattre. Est-ce que nous avons pris le soin de vérifier tout ça? Parce que, comme nos agences de renseignement se sont coordonnées, donc je pense que tous ces détails, ça se trouve à ce niveau. Tout comme la contrepartie pouvait être versée au Mali, c'est-à-dire c'est le Mali qui gagne pour participer à l'opération aidant à libérer les Marocains. Au lieu que les touristes soient payés, c'est bel et bien le Mali qui a été payé. Et ils n'auraient pas libéré. Mais ce que moi je dis, à quand bien même on aurait pu verser un montant... Vous parlez des versements d'une rançon? D'une rançon. Au groupe terroriste? Au groupe terroriste. Ce n'est pas dit, ni les touristes, ni les gouvernements. Mais on ne dit pas ça. Mais d'habitude, les touristes revendiquent ça souvent. Oui, mais est-ce que dans cette circonstance, ils peuvent le revendiquer? Je ne sais pas. Ils ne vont pas le dire, peut-être, parce que les prochaines prises d'otages, ils risquent de ne pas se faire payer. Maintenant, ce que moi je crains, c'est que s'il y a contrepartie, est-ce que le Mali a eu une contrepartie susceptible de couvrir ce que eux ils peuvent nous poser comme problème pour dépasser ce qu'on leur a versé? Donc, parce que nos autorités sont obligées de nous protéger. Si on renforce les terroristes en leur donnant des moyens financiers et qui sont dans nos territoires, il n'y a même pas de frontière entre nous et le Maroc, ils ne combattent pas au Maroc, c'est chez nous qu'ils vont l'utiliser. Et ça, c'est une inquiétude. Oui, pour le matin qu'il n'y a pas une information sur la rançon, c'est une inquiétude à prendre en compte. Mais je pense qu'on va essayer de dépasser ça pour le moment. Voilà. Mais on éclaircit la situation. Oui, c'est normal. Peut-être attirer l'attention de nos autorités sur certains aspects. Sur des cas à venir voilà. aussi. C'est bon? Docteur, vos impressions? Parce que là, votre oncle a soulevé beaucoup d'inquiétudes. Tout à fait. Non seulement par rapport à l'itinéraire d'abord, ça pose question parce que les convois de libération et tout. Les conditions de libération voilà, aussi. Face à un truc comme ça, un problème comme ça, les gens apprécient différemment. Donc moi, j'apprécie pas de la même sorte que mon oncle, mais je dirais que la libération même en tant que telle, humainement, c'est à saluer. Et comment est-ce que ça s'est passé? On ne sait pas exactement. On ne peut que conjoncturer là-dedans, conjecturer, supposer. Parce que les histoires d'otages, là, j'en sais un peu. Qu'est-ce qui a donné même la force à l'IGS, à tous ces bandits qui occupent le Grand Sahara, que ce soit même les FLA de notre pays là, du Mali, c'est des gens qui étaient de connivence avec les dirigeants d'outre-mer de la France. Et les premiers otages qui ont été pris, je me rappelle, c'est Areva qui a payé leur rançon. C'était Georges Malbrino et Christian Génon. Ils ont fait beaucoup de tollés en France, des associations, des marches. Nous-mêmes, on pensait que c'était vraiment quelque chose qui était arrivé comme ça. Et il y a une deuxième vague aussi d'otages. Et ils étaient au nombre de 9. Les bandits font un assaut à Arlit. Ils prennent 9 personnes. Et voilà, toute la France se met à bouillonner par-ci, par-là. Trop de communiqués. Et chaque jour, on montrait à la télé sur LCI, TF1, et jour J80, J60. Ça fait que nos compatriotes ont été enlevés et nous pensons à eux, nous pensons à leur famille. Mais chaque fois qu'il y avait libération, les gars qui venaient, on les prenait dans un avion et il y a un aéroport militaire qui est dans les Yvelines à Villa Coublé. Ils descendaient là-bas. Et automatiquement, on les remettait à la DGSE. Et après, on n'entendait plus jamais parler de ces gens. Il y a des Français de France qui se sont plaints et ils ont dit depuis le départ que cette histoire de libération de l'otage n'est pas claire. Parce qu'à chaque histoire de libération d'otages, ça peut être des opérations spéciales. Mais toutes ces opérations spéciales-là qu'on a menées, 80% de ces opérations-là échouent.
Ça se termine en queue de poisson. Ça a été fait en Somalie, en France, un peu partout. Et le fait que ces 4 Marocains soient libérés, c'est bon pour leur famille. Ça faisait leur 7e mois qu'ils étaient entre les mains de leurs joailliers. Et maintenant, humainement, c'est bon parce qu'il faut retrouver leur famille et tout. C'est ça, entre le Maroc aussi et le Mali, chacun va tirer un bénéfice de ça, quoi. Il y a des choses qui sont sous-entendues que nous, nous ne saurons jamais. On dit chez nous, en Bamanan, que tout ce qui est en Mandé, toutes les paroles du Mandé ne se disent pas. Mandé Nkouma Bete Fola. Donc il y a une partie qui est là, qu'on suppose, mais l'autre partie là, et ça c'est entre les mains de ceux qui ont fait le travail. On ne sait pas quand est-ce que le service de renseignement du Maroc et comment s'appelle le service de renseignement du Mali se sont mis ensemble en symbiose. Et quelles a été comment s'appelle les options privilégiées. Est-ce que l'option 1 était pour une opération commando, l'option 2 était pour une négociation, on ne sait pas. Mais chacun quand même dans cette histoire a son bénéfice. C'est une association à bénéfice réciproque. Voilà. Merci beaucoup. Doyen, nous revenons vers vous. Nous remarquons ces derniers temps que tout ce qu'on, les enlèvements, prises d'otages, ce sont en grande majorité, sinon totalement même, exclusivement, les ressortissants des pays qui aujourd'hui sur la scène internationale sont opposés au système peut-être impérialiste porté par certains pays. Généralement, c'est des ressortissants chinois qui sont enlevés, indiens, iraniens, russes, et parce que les mêmes terroristes ont pris soin sur France 24 de préciser qu'ils ne vont plus toucher aux ressortissants des pays occidentaux. Ça c'est clair. Ils l'ont dit publiquement. Mais pourquoi ciblent-ils alors les ressortissants d'autres pays? Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Si je me suis interrogé sur les conditions de libération, c'est parce qu'avant, on s'était posé les mêmes questions. Et on a fini par en déduire que la prise d'otage des Occidentaux était un moyen de financement détourné des mouvements terroristes. Oui, c'est ce que votre neveu vient de dire. C'est ce qu'on entendait. Aujourd'hui, force est de constater que les pays européens, les Occidentaux, ne sont plus tellement présents ici. Que face à la débandade des terroristes, leur soutien se fait mesurer ou très mesuré. Donc, leur présence n'étant pas très constante ici, leur soutien minoré, ou peut-être qui a tendance à disparaître même, les deux combinés peuvent faire qu'on se tourne plus vers les pays européens ou les pays asiatiques qui n'étaient pas maintenant pour obliger ceux-ci à payer des rançons. Ça, s'ils le disent clairement qu'ils ne vont plus prendre des otages, ça veut dire d'une façon détournée qu'ils avaient partie liée. Et ils avaient protesté le fait qu'ils vont les renvoyer d'ici. Ils sont partis. Est-ce que c'est parce qu'à leur avis, de l'avis des terroristes, et cette condition est déjà satisfaite? Quand on commence à prendre des otages, on ne s'arrête pas. S'ils se sont arrêtés, ils s'abstiennent de prendre. Un, c'est parce qu'on n'en trouve pas tellement, ça ne court plus trop les rues. Deux, parce qu'ils savent qu'ils risquent de ne plus être financés par cette façon. Maintenant, les autres pays asiatiques et autres, là, ils peuvent les prendre et faire un moyen de pression sur le Mali. Se financer et faire un moyen de pression sur le Mali. Mais si c'est les Chinois, je me demande si ce n'est pas une peine perdue, même les Russes. Mais est-ce que là, il ne faut pas créer une connivence? C'est-à-dire que peut-être que les services secrets de ces pays, de certains pays, sont vraiment en corrélation avec le groupe terroriste. C'est pourquoi ils ont des cibles très claires. Ton inquiétude me réconforte. Parce que c'est ce que j'ai dit. La géopolitique, tu
Tu te protèges devant, tu te protèges derrière, tu te protèges à droite, tu te protèges à gauche. Donc même si c'est des amis, on se protège. Il faut voir l'ombre de leurs mains dans l'obscurité. C'est ce que j'ai dit. Nul ne sait qu'est-ce qui se cache derrière chaque acte. Il faut être vraiment, vraiment né dans le milieu, connaître les ramifications, être un très bon diplomate pour déceler certaines choses. Ok, docteur, je reviens vers vous. Et cela n'est pas aussi dû au fait, parce que nous nous souvenons que comment on appelle ça, le Quai d'Orsay, le ministre des Affaires étrangères de la France, leur ministère avait peint en rouge le Mali. Exactement. Et puis les 3 pays de l'AES, c'est-à-dire pour décourager tout investisseur de venir. Exactement. Et ce n'est pas le fait que ces pays continuent de venir investir ici, qu'il faut intimider peut-être leurs ressortissants qu'on maintenant procéder à leur enlèvement. Exactement. Ça, d'une manière tronquée, on l'a dit, on a touché du bois. En fait, ces pays-là, ils ont plusieurs arcs et plusieurs cordes à leur arc quand il s'agit de la nuisance de défendre leurs intérêts. Et je viens au discours de Vladimir Poutine. Ça répond en partie ça. Poutine dit souvent les pays amicaux, inamicaux. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, tous ces pays-là, tous ces pays qui traitent avec le Mali, selon ces gens-là, vont aider le Mali à sortir de l'ornière. Et il faut les empêcher. Et ce n'est autre qu'une sorte d'intimidation. Ce n'est pas la première fois qu'on enlève, hein, parce qu'en 2001, ils ont enlevé les travailleurs chinois aussi, qui étaient sur un tronçon là, entre le Mali et la Mauritanie. Il y a eu des Chinois qui ont été enlevés. Après, ils ont été libérés. Donc, ce que j'ai dit aux uns et aux autres, cette histoire-là est très très facile à comprendre. C'est comme un match de football. Tous ces agissements-là autour de l'AES, tout ce que ces gens-là font, c'est parce qu'ils savent que leur peine est presque perdue. Ils sont en train de vivre leur déclin et leur fin. Alors, tous ceux qui sont en train de concourir pour réaliser cela, ils vont essayer d'intervenir d'une manière ou d'une autre. C'est comme une équipe en difficulté souvent. L'entraîneur change les dispositifs de jeu. Ils ont tenté beaucoup de choses. Des prises d'otages, soi-disant, qui autofinançaient c'était un autofinancement, quoi. Et ils prennent les otages et arrivent à payer, ou la nation française payait. Et cet argent même est pris aussi pour être distribué et aller acheter des armes pour les bandits. Et même au Mali, si on se rappelle, paix à son âme, le président ATT a été victime de ça. Il y a une communication qui est passée par là, qui disait que les otages ont été libérés au Mali, il y a eu rançon et que l'argent s'est retrouvé entre les mains de ATT. Ils ont dit tout ça là, entre les mains de la famille de ATT. Donc maintenant, comme ils ne peuvent plus enlever, parce que ça c'est connu, parce que quand tu enlèves la rançon, qui va payer? Ils se cherchent. Donc ils cherchent maintenant à faire ces petits coups d'éclat. Sinon, 4 chauffeurs marocains, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec le Mali? Absolument rien. Donc c'est les amicaux, les inamicaux. Tout ce qui est amical pour le Mali, alors on le combat comme on combat les Maliens. Ok, docteur, je reste avec vous. Oui. Au-delà de vouloir enlever tout potentiel investisseur au Mali, intimider, jusqu'à prendre des chauffeurs, d'autres pays, des pays avec qui on collabore peut-être, mais aller jusqu'à s'attaquer aussi aux unités industrielles, à nos usines. Oui, c'est quoi l'idée derrière? Pourquoi s'attaquer aux usines? Non, c'est simplement c'est mettre bas notre économie. Je reviens. Les gens qui mettent en avant des choses, ils prétendent être des djihadistes, c'est-à-dire une guerre religieuse. Une guerre sainte. Ça n'engage qui. Oui. Deuxièmement, certains prétendent faire la guerre de la démocratie. Mais alors, pourquoi s'attaquer aux usines? Oui, les usines ou bien des particuliers, pourquoi? Il faut simplement comprendre. Ça met la puce à l'oreille que tout ce qui est économiquement viable, il veut le mettre à terre, pour mettre le pays à terre également. Sinon, on dit en vrai bamanan, je t'invite à manger, viens manger.
est-ce que ça, je ne sais pas, est-ce que c'est cohérent avec la même, dire à la personne de dire que votre papa n'est pas un bon, comment ça s'appelle, ne paye pas ses dettes. Ça dit, explication, c'est un peu difficile. Ouais, ne pas confondre quand on vous invite à manger et votre riposte sur les... Voilà, dire que ton papa ne paye pas ses dettes, est-ce que c'est la même chose? Ça n'a rien à voir, c'est pas le même sujet. Vous prenez la guerre sainte. D'accord, allez dans la mosquée, allez voir les populations, mais s'attaquer à une usine de carreaux. Mais pourtant, il y a les carreaux dans la mosquée. Il y a les carreaux dans la mosquée, évidemment. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. En faisant une petite gymnastique intellectuelle, d'emblée, on comprendra leur acte. C'est pas... Que le djihad n'est qu'un prétexte. Non, le djihad, c'est un prétexte. Il n'y a pas de djihad. Dans la religion musulmane, nous sommes musulmans. On prend l'exemple... Bon, vous dites que ça, c'est une question sensible. On prend l'exemple sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il n'a jamais été combattu quelqu'un comme ça, dans la force, et te convertir dans l'islam. Il n'a jamais fait. Donc, ce n'est pas le djihad. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour lancer un appel, un vibrant appel à nos populations qui n'ont pas encore compris. Souvent, dans les milieux Peul ou bien dans les milieux Dogon, certains n'ont pas encore compris que ces gens-là ne sont pas là pour le djihad. Nous, on a toujours vécu en parfaite symbiose ici. Il n'y a jamais eu de question de religion. La religion est une couverture, mais ils font leur mal en dessous. Ok. Nous revenons vers vous. Les unités industrielles attaquées. C'est quoi l'analyse derrière? Bon, si on peut camper les choses, nous sommes en guerre pratiquement depuis 10 ans. Oui. Mais depuis l'arrivée des actuelles autorités aux affaires, l'économie a connu une croissance. Un pays en guerre qui est en train de restaurer l'armée, réarmer l'armée, moralement et en armement, payer les salaires, et qui connaît une croissance, c'est inédit. Oui. Et donc, puisqu'ils ne peuvent plus s'attaquer au camp, et je rappellerai un fait lors de la chute, lors de la chute de Tombouctou, quand ils ont été chassés de Tombouctou. On a retrouvé un document, si je ne me trompe pas, à l'époque on en a parlé, de Abu Zaïd, qui disait qu'il fallait éviter de s'attaquer aux civils parce que c'était s'aliéner la population. Aujourd'hui, ils sont passés par là, ils se sont attaqués aux civils. Ils voient que de plus en plus, la population commence à se retourner contre eux. J'en veux pour preuve les dernières attaques combinées vers Caille. Qu'est-ce qui leur reste? Affaiblir l'État sur le plan économique, financier. Mettre fin. Et là, ils s'attaquent à deux situations. Les routes de ravitaillement principales du Mali. Sikasso, Bamako, ils n'ont pas encore pu le faire, très, très clairement. Mais à Caille, c'est tout un tas de problèmes. Déjà, le transport par la route de Caille ou Kenyeba, c'est déjà infernal. Mais ils créent des psychoses sur cette route. Maintenant, ils s'attaquent aux unités industrielles. Le tout, c'est dans le but de créer la panique, de diminuer l'apport financier pour créer des problèmes financiers au Mali, pour essayer de les handicaper du point de vue de l'effort de guerre. Voilà moi ce que je comprends. Ok, merci beaucoup. Nous revenons vers vous, docteur Sylla Traoré. Mais pourquoi? L'autre question aussi. Ils disent ces terroristes sont de différentes nationalités. Vous prenez par exemple AQMI, qui est composante essentielle du GENIM. Tous ces leaders, depuis sa création en 2007 jusqu'à présent, sont des Algériens. Exactement. Mais pourquoi ils ne s'attaquent pas à d'autres pays, mais exclusivement, leurs 98% des attaques sont concentrées contre les 3 pays de l'AES? Pourquoi exclusivement les 3 pays de l'AES? Je disais tout de suite, cela se comprend aisément, parce que nous, on est une épine dans leurs pieds. Dans les pieds de qui? Dans les pieds des Occidentaux et de leurs alliés algériens.
L'Algérie a toujours sifflé dans le même sifflet que la France. Vous parlez d'une coalition otano-algérienne. Une coalition otano-algérienne, exactement. Là, ils ont toujours travaillé ensemble et leur leitmotiv, c'était de dominer, d'exploiter, un point, c'est tout. Donc, à un moment donné, l'exploitant doit savoir que l'exploité peut réagir. Nous, on a décidé vraiment de prendre notre envol, de nous soustraire de tous ces problèmes posés par l'Occident. Et l'Occident s'appuie sur l'Algérie, qui est en quelque sorte une nation qui ne sait pas reconnaître. L'Algérie n'a pas été reconnaissante envers qui que ce soit le Maroc, que ce soit le Mali ou la Tunisie. Et à leur guerre d'indépendance, nous, on s'est battus. Il y a des Maliens même qui sont restés là, dans le combat, qui ont perdu leur vie. Et malgré tout ça, l'Algérie, à part quelques bourses d'études ou des anciens tenus de militaires, je ne vois pas qu'est-ce que l'Algérie a apporté aux Maliens, si ce n'est pas une nuisance. Et cela étant connu, alors, on connaît l'histoire de ces groupements terroristes-là. C'est les années 90 en Algérie, avec les fils qui avaient gagné les élections, Ali Belhadji et Abbassi Madani. Et les généraux n'ont pas pu digérer ça. Alors, ça a été la guerre civile. C'est un coup d'État qui a même conduit à l'assassinat du président Boudiaf. Boudiaf, exactement. Mais Boudiaf, pratiquement, on l'a tué en pleine conférence. Tout le monde a vu ça. Vraiment, ça fait honte pour un pays sérieux. Bon, ils ont trouvé un deal entre eux. Les généraux ont dit à ces gens-là, bon, venez occuper la partie sud de l'Algérie, qui correspond à la partie nord du Mali. Et il y a des vidéos même qui circulent sur Internet. Il y a des gens qui ont fait des analyses. C'est très accablant. Parce que c'est une plateforme de la vente de drogue, d'armes, de tout ce qui est mauvais. Et l'Algérie est devenue un pays comme ça. Donc ils continuent de créer des sous-embranchements de terrorisme dans nos pays. Ils occupent le nord du Mali. L'Algérie est même allée jusqu'à créer un consulat à Kidal. Ça voulait dire ce que ça voulait dire. Mais nous, au Mali, on n'est pas tout le temps dans l'action, quoi. On est dans la réaction. On voit les choses venir, on comprend, mais on ne réagit pas. Ça, c'était autrefois. Ça, c'était autrefois. Maintenant, on commence à lever la tête un peu. Et moi, je pense que ça va. Donc, ils peuvent que s'en tenir à l'AES parce que c'est nous qui avons dit non. Il n'y a pas de terrorisme en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de terrorisme en Guinée. Hein? Donc, c'est nous qui avons dit non. Nous, de l'AES, ils jouent contre nous. Ni en Mauritanie, d'ailleurs. Ni en Mauritanie. Qui est leur base arrière. Exactement. Donc, là, ça crève les yeux, quoi. Tous les arguments sont là pour dire que voilà, c'est comme ça. Doyen, est-ce que cela ne conforte pas la thèse du Mali qui a porté plainte contre d'ailleurs la France au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies pour soutien accru d'ailleurs aux groupes armés terroristes? Et cela ne conforte pas la thèse du Mali. Le fait que tout autour du Mali, vous avez des pays où même ils ont à présent leur base. Ces pays sont tranquilles, ce n'est pas parce que ces pays ont une forte armée. Loin de là. La Mauritanie n'a pas une très forte armée que ça, hein, même d'autres pays autour de nous. Mais pourquoi les terroristes consacrent leurs forces uniquement contre les pays de l'Est? Pourquoi exclusivement les 3 pays de l'Est? Or, en Afrique de l'Ouest, on a 16 pays. Pourquoi exclusivement les 3 pays de l'Est? Je crois qu'il faut appeler les choses par leur nom. Ok, allez-y. On dit mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Parce que dans tous ces pays, c'était le Mali d'abord qui était le maillon faible. Il y avait une déliquescence de l'État à telle enseigne que rien ne marchait. Okay. Le pouvoir de l'heure avait perdu la main. Donc le Mali était le maillon faible qu'il fallait investir d'abord et ensuite s'étendre vers les autres. Mais d'enchaînement à enchaînement, ils sont partis au Burkina. Ensuite, avec la chute de Bazoum, et veulent s'installer au Niger. Vous voyez que c'est moins grave au Niger que chez nous.
Mais ils étaient déjà au Niger avec Bazoum. Mais ils avaient un accord. Ils avaient un accord. C'est pourquoi. Parce que quand il y a eu les changements chez nous, on n'a pas fait d'accord. Parce qu'ils nous avaient pris, ils avaient pris le Mali à la gorge avec les accords d'Alger. Oui. Où on avait instrumentalisé la rébellion pour en faire un cheval de Troie et disséquer le Mali. Ce n'est pas seulement, ça n'a pas commencé. Depuis le coup d'État de Amadou Aya, ils sont venus en masse parce que c'était le maillon faible. Et à partir de là, on a cultivé cette rébellion, on l'a propulsée, on nous a conduits vers des accords. Mais je ne vais pas vous couper, mais le Mali de 2012, c'est à ça que vous faites référence. À l'époque, le Mali était sans doute un peu faible, mais le Mali de 2012 n'avait pas l'armée la plus faible d'Afrique de l'Ouest. Pourquoi alors ils ont jeté tout leur dévolu contre le Mali? Je vous dis, il y avait un vecteur qui pouvait leur permettre de développer leur situation. Ce vecteur, c'est quoi? C'est la rébellion. L'ancienne rébellion qui ressurgissait par moments. Et si les informations qu'on a sont exactes, profitant de Sarkozy aurait proposé aux anciens rebelles de retirer leur soutien à Kadhafi, de revenir au Mali, il va les soutenir. Et dès lors, le président ATT, croyant bien faire, les a reçus à bras ouverts, des gens armés, à bras ouverts. Comment peuvent-ils traverser l'Algérie ou bien le Niger pour venir chez nous avec des armes? Et ils ne s'installent pas là-bas, mais ils viennent chez nous et rentrent avec des armes. Il les a reçus, il leur a offert un cadeau de 50 millions, quelque chose comme ça. Ils se sont dit, mais il nous prend pour des plaisantins. Et donc, c'était ça depuis le départ, parce qu'il y avait un vecteur sur lequel on pouvait jouer pour mettre en mal l'unité du Mali. Ça, l'armée était faible en 2012. Vous avez vu les différents replis tactiques que Amadou Aya s'évertuait à faire croire aux gens, mais l'armée était faible parce que la chaîne de commandement dans l'armée était déjà rompue. Oui. Ça, c'était difficile. Et les armes avaient été soit démantelées, soit vendues à l'extérieur. Donc tout ça, il y avait un terreau fertile pour commencer par le Mali. Et on a aussi l'espace géographique. Voilà, on a l'espace géographique qu'on ne pouvait plus protéger. Maintenant, quant à savoir si la plainte, si ça conforte la plainte du Mali, mais la plainte du Mali, vous savez, c'est une des rares fois où j'admire la maestria de nos autorités. Parce que, est-ce que tu te rappelles, c'est quand le dernier soldat français a quitté le territoire, le lendemain, la plainte a été posée. C'est que les autorités ont cumulé, ont recensé ces faits, les ont documentés, mais ils ne les ont pas sortis. Ils ont attendu que le dernier soldat quitte. En ce moment, ils ont déposé une plainte avec, ils disent, nous avons les preuves. Preuves à l'appui. Je vois beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, ou même des opposants, qui disent, pourquoi vous ne sortez? Mais ce n'est pas la cour de récréation de l'école, où on va discuter dans la rue en disant ça. C'est pas comme ça. Même la France aurait voulu que dans les journaux, on s'épanche en disant, voilà, ils ont fait ça, comme ça, ils allaient abattre-dire, nous déposséder de nos moyens, en minimisant ce qu'on dit. Non, c'est devant le Conseil de sécurité de l'ONU que ça pouvait prendre effet. Et l'intelligence de cette affaire-là, c'est que tant que la plainte est là-bas, les Français vont souffrir. Les autorités françaises vont souffrir parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a là-dedans. Tout vaut mieux que le doute. Ils sont dans le doute. Et ça, c'est pourquoi j'ai dit c'est vraiment un coup de maître du ministère des Affaires des autorités maliennes par le truchement du ministère des Affaires étrangères. La plainte là va demeurer comme une épée de Damoclès sur la tête des Français. Et ça les paralyse. Ça paralyse leur action. Doyen, oui. Restons avec vous. J'ai réagi par rapport, vous avez touché à l'accord d'Alger, qui était censé être un accord de la paix. Mais à vous entendre dire, cela a contribué davantage à renforcer l'insécurité et voire même à propager l'insécurité dans le reste
des autres pays du Sahel, notamment les Burkina et le Niger. Est-ce que l'accord d'Alger y est pour quelque chose? L'accord d'Alger, la pierre angulaire, c'était quoi? C'était le DDR. Oui. Je l'ai dit une fois, je le rappelle. Démobilisation et puis réinsertion. Je le rappelle ici. Cette histoire de démobilisation, de désarmement et puis réinsertion, ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'était depuis le XIe siècle. L'Empire romain d'Occident avait eu affaire aux Slaves ou aux Anglo-Saxons qui sont venus l'attaquer une première fois. Ils ont réussi à préserver, sur la défense, ils ont réussi à se préserver, mais ils n'ont pas eu l'intelligence de les poursuivre. Et quand ceux-ci sont sortis, les barbares, ils se sont réarmés et sont revenus encore à l'assaut. Cette fois-ci, l'empereur, je crois, c'était Théodose, a cru bon de négocier avec les barbares pour les intégrer dans l'armée. Et avec souvent des grades. Donc ils ont fait cet arrangement-là. C'est cet arrangement qui perdure encore. Et quand ils les ont intégrés, et même avec des postes, ceux qui étaient dans des postes ont profité pour démanteler la puissance de l'Empire de l'intérieur. Est-ce que vous voyez les Basques en Espagne? Est-ce que les Espagnols mettent les Basques dans les forces de sécurité ou de défense? Est-ce que la France, avec les choses là, comment est-ce qu'on appelle? Les Bretons. Les Bretons. Est-ce que oui, les Corses. Les Corses. Est-ce qu'ils les ont intégrés dans l'armée? Est-ce qu'ils le font? Non. Si c'était si bien que ça, pourquoi ils n'ont pas fait pour essayer de maîtriser les choses? C'est nous qui reprenons ça. Et si tu te rappelles, chaque fois qu'on les intègre, au moindre coup de feu, au moindre feu de paille, paf, ils s'en vont. Ils s'en vont, ils vont accompagner la rébellion. Et après, quand il faut faire encore de nouveaux accords pour les ramener, en les ramenant, ils exigent qu'on leur donne un grade supérieur au grade avec lequel ils avaient déserté. C'est une désertion. Ensuite, ils ont pris le Mali en otage. Et puis ce qui est plus grave, c'est-à-dire à chaque fois qu'ils partent, ils partent avec suffisamment d'expérience. Formation et armes. Et une connaissance intérieure oui. Formation du pays. Et armes. Il ne faut pas demander l'impossible aux militaires. Je combats quelqu'un, tu viens l'intégrer. Tu veux que sur le terrain, je fasse confiance à celui-là qui ne va pas se retourner pour tirer sur moi? Mais bon Dieu, c'est des êtres humains. Et c'est les politiques qui ont instauré ça. Nulle part en Europe, en Occident, on ne pratique des choses de ce genre. Les Kanaks, ils ont été combattus. Jean-Marie Tjibaou, il a été tué. Les gendarmes sont partis, ils sont descendus, ils ont descendu les Kanaks. Mais ils ne les ont pas intégrés dans l'armée. Et pourquoi est-ce que ce serait nous qui le ferons? Il faut se poser cette question. Donc, c'était un système qui est venu de loin et qui était destiné à briser. Parce que quand on dit l'armée reconstituée, avec 80% de gens venant du terroir et seulement 20% qui viennent d'autre part. Et le commandement est donné aux gens du terroir. Mais c'est une partition en clair du pays. On vient, vous allez nous former, nous allons là-bas nous installer. Et la preuve, c'est que le MOC, ou quoi, ils ont tiré sur des gens, ils les ont tués, et puis c'était fini. Une quantité infime de soldats qui ont été exposés de cette façon-là. C'est terrible ce qui s'est passé. Oui. Et donc le Mali, on est tombé au fond du puits. Et nos autorités, je vais te donner l'image, nos autorités politiques à l'époque, c'est comme quelqu'un qui chutait du 10e étage. Chaque fois qu'il regarde en bas, il dit on est encore au 8e, ça va encore. On est au 6e, ça va encore. Voilà. Jusqu'à ce qu'on tombe totalement. Docteur, je reviens vers vous, docteur. Toujours accord d'Alger. Il n'y a pas eu un seul accord d'Alger, il y a eu plusieurs accords d'Alger. Malgré cela, on est toujours dans ces problèmes. Tamaracet, Alger, tous ces accords-là, moi je les ai lus de bout. Et Tebboune demande encore. Hein? Lui, il vit dans le passé. Il n'y aura plus d'accord. C'est fini. Il
Il n'y aura plus d'accord. L'accord d'Alger me fait penser à quoi? Tu donnes un couteau très tranchant à un poulet d'aller vendre le couteau. Et les premiers venus vont l'égorger et le manger. Ouais. Ou dire à une moustique de fabriquer un produit toxique contre lui-même. C'est ça. Ceux qui ont rédigé l'accord d'Alger, quand moi j'ai lu une première fois, j'ai pris le temps de lire une deuxième fois. Une troisième fois, j'ai commencé à noter ce qui nous est favorable ou non. Il n'y avait pas quelque chose de favorable pour le Mali. C'était le couteau à la gorge. Et je me suis posé la question, quel est ce genre de Maliens qui ont été apposés leur signature sur des papiers comme ça? Ça me dépasse quoi. C'est eux qui ont fait Sorbonne, c'est eux qui ont fait Massachusetts, c'est eux qui sont les experts comptables, c'est eux qui parlent latin grec. Mais aller jusque vraiment à mettre l'aiguille dans son propre œil, ça dépasse tout totalement. L'accord d'Alger, Dieu vraiment nous a épargné de quelque chose. Et plus jamais au Mali de tel accord. Parce que l'accord est un accord qui prenait ascendant sur la constitution même de ton pays. Non, même plus grave, docteur. On constate que après la signature de l'accord, c'est-à-dire les patrouilles des actuels FLA ne sautaient pas sur les mines, mais les patrouilles FAMA sautaient sur les mines. Exactement. Et de nuit, ils étaient, je ne sais pas, des terroristes, des génies ou bien de quel groupe, mais de jour, ils étaient des gens sous accord. C'est ce qui était bizarre. Et mon général, on avait du mal à les distinguer. Mon général, ce qui me fait mal personnellement, on peut prendre un Malien par un même piège 3 fois ou 4 fois. Ça dépend. C'est ce qu'ils disent d'ailleurs. Oui. Mais moi, je n'ai pas compris. Hein. Ou bien nous, on n'a pas cette capacité intellectuelle de savoir ce qui était bien pour nous et ce qui est mauvais pour nous. Nous en avons raison pour laquelle on a discuté. Exact. Non, je me pose la question. C'est un éternel questionnement. Donc ces accords-là, vraiment, Tebboune, qu'ils nous fichent la paix, on serait en repos, et lui aussi, de son côté, qu'il ne se mêle pas des problèmes du Mali. Le Mali appartient aux Maliens. L'Algérie a beaucoup de problèmes. Il doit régler les problèmes algériens. Ok. Maintenant, nous changeons un peu de thématique. Il faut changer un peu d'air. Doyen, le Premier ministre du Mali vient de faire une déclaration fracassante d'ailleurs par rapport au non-respect de nos droits, c'est-à-dire des pays sans littoral. Il n'est pas là avec le dos de la cuillère. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je me souviens, ça fait un moment que vous en parlez déjà, nous les pays de l'Interland, que ce soit au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'UEMOA, nous sommes lésés. Et là, ils viennent d'en parler, même au niveau international. Nous, les 3 pays de l'AES, le fait qu'on n'a pas du littoral, nous sommes vraiment lésés dans nos droits, ce qui n'est pas du tout normal. Oui, on en a parlé ici. À plusieurs reprises. Et même en off, on a échangé. Et je pense qu'en offre, vous n'avez pas filé ça au Premier ministre Gabin. Non, avec toi. L'une de nos conversations qui ont précédé l'émission, on avait échangé. Okay. J'avais même proposé des solutions que tu me disais, bon, ben, on ne va pas dévoiler. Non, c'est des choses qui sont connues. Oui. La carte, on a dit, c'est une demi-lune, un quart de lune, où ces pays-là, tous ces pays côtiers nous barrent l'accès à la mer. Oui. Dans le monde, il y a 32 pays qui sont totalement enclavés. Et 2 pays, dont la Suisse, s'en sortent très bien. Mais les autres, c'est moyennement, ou les sous-développés, ça fait partie de ces pays-là. Et donc, l'accès à la mer, si on nous l'interdit, c'est être à l'écart du commerce international. Or, le commerce international implique tout le monde. Ensuite, le principe de base, c'est que la mer appartient à tout le monde et que chacun y a droit. Voilà. Et donc, les pays côtiers doivent nous réserver au minimum ce que moi j'appelle une servitude de passage pour accéder à la mer. Ceci est aménagé et depuis 1982, il y a la convention de Montego Bay qui a été
le traité de la convention de Montego Bay, dont la convention a été approuvée en 1988 ou 98. Non, 88. Non, c'est plus tard. Plus tard. Par l'ONU. Parce qu'il y avait un certain nombre de pays qui devaient ratifier pour que ça puisse commencer. En tout cas, l'ONU avait commencé à légiférer sur ces problèmes-là depuis 1965. Donc, voilà en quels termes ça s'oppose. Je vous l'avais dit ici, l'accès à la mer est un droit qu'on peut exiger. Il y a un tribunal qui est là pour ça. On peut bel et bien intenter une action. C'est pourquoi un jour, je te l'avais dit en off, que les 3 pays de l'Interland pouvaient se réunir pour déclencher une action contre un des pays les plus faibles au niveau du tribunal international. Et là, un seul pays contre 3, on pouvait avoir des chances de crever l'abcès. Et en ce moment, la solution sera généralisée, ça allait faire jurisprudence et on pouvait l'étaler aux autres. C'était une stratégie possible. Aujourd'hui, si tu regardes, tous nos problèmes, ils ont les lois là. Seuls ceux qui sont faibles les respectent. Oui, ça c'est clair. Dans les lois internationales, la règle internationale, le droit international a été violé, mais ils le disent pour nous. Les États-Unis, la France, les Anglais, autres, ils violent tous les jours le droit international, tous les jours. D'ailleurs, Trump vient selon lui, c'est à lui de fixer les taxes ou bien à qui vous devez commercer ou pas. Mais il a décidé de prendre le Canada et puis le Groenland et tout. Oui. Le canal de Panama. C'est quoi? Oui. Et donc, nous avons un problème en commun qui fait déjà le lien entre les pays de l'AES. Maintenant, si tu regardes les pays qui nous bordent, qui nous obstruent l'accès à la mer, le Bénin a la possibilité de passer par le Niger, c'est le Bénin et le Nigeria qui leur est favorable. On ne peut pas avoir un seul port pour tout l'AES. Ce n'est pas possible parce que ça va faire un déséquilibre pour certains. Rien que les frais d'approche, ça va être trop dur pour certains. Comment est-ce qu'on appelle? Burkina. Le Burkina. Côte d'Ivoire, Togo, Bénin. Côte d'Ivoire, Togo, Bénin. Et même Ghana. Voilà, Ghana surtout. Côte d'Ivoire. Togo, Bénin, Ghana. Ghana. Bénin, Ghana. Oui. Ça fait 4. Oui. Ensuite, le Mali. Le Bénin, comme pour le Mali, le Bénin n'a pas un pays qui peut exploiter son port immédiatement si ce n'est pas le Niger. En ce moment, c'est le Niger qui le tient. Tu as une marchandise, tu n'as pas un autre acheteur que moi. C'est moi qui ai la puissance. C'est moi qui impose les choses. Le cas du Mali, c'est le Sénégal, la Mauritanie qui rentre dans ça. Le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée. Oui. C'est des pays, ceux qui peuvent les aider à exploiter, à faire bénéficier de l'exploitation de leur port, c'est le Mali. Ils n'en ont pas d'autres. Et donc, c'est des leviers sur lesquels on doit jouer. Si tu prends cette configuration, pour nous particulièrement le Mali, quel est le port qui nous est le plus bénéfique? C'est le port guinéen. Oui. Ouais, c'est le plus proche. D'abord, c'est le plus proche. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, Dakar et Abidjan, c'est à 900 km. 1200 km. 1000 et quelques. La Guinée, c'est 900 La Guinée, 900 km de Bamako. Mais autre avantage du port guinéen, c'est que la pantière du Mali avec la Guinée, ça permet à 3 ou 4 régions, ou 5 régions qui bordent cette pantière. Vous avez aujourd'hui Sikasso, qui est une région, Bougouni, qui est une région, Koulikoro, qui est une région, et Kita est une région, Kai est une région. 5. Du seul port de la Conakry, avec des routes, on peut desservir toutes ces localités. Et à moindre coût, à un coût plus bas, peut-être sauf pour Bougouni et, comment est-ce qu'on appelle? Bougouni et Sikasso. Mais là, il suffit de faire une route, c'est tout. Hein? Il suffit de faire une route nationale. Oui, mais en tout état de cause, en matière de frais d'approche, Sikasso est vraiment proche. Bougouni est proche de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire.
Mais à partir de Yanfolila, Goleli Nkoro, c'est la Guinée. C'est la Guinée. Oui. Et la Guinée peut fournir autant le Bougouni en concurrence avec la Côte d'Ivoire, Koulikoro avec le district de Bamako, Kita et Kaï. Et en faisant des routes, on est désenclavé. Et l'astuce, c'est de les mettre en concurrence. Parce que dans le droit international, il est interdit de faire une entente entre les fournisseurs sur les prix. C'est interdit. On fait jouer la concurrence. On fait jouer la concurrence entre eux. Maintenant, la Guinée aussi a avantage à s'ouvrir au Mali. Jusqu'ici, ils ne l'ont pas encore compris. Ou bien il y a le président guinéen... Je pense que Doumbia comprend ça un peu. Hein? Je pense que Doumbia est en train de comprendre. Et j'espère qu'il ira plus loin. Parce que s'il le comprend et qu'il commence à exploiter, vous savez, la Guinée a une géographie à peu près similaire à celle de la Côte d'Ivoire. C'est un pays, d'une bonne partie, c'est la forêt. Et l'autre, c'est le sahélien un peu. Et même ce sahélien vaut mieux que chez nous aujourd'hui. Donc, s'ils comprennent que leur intérêt, c'est de s'ouvrir au Mali, tout l'approvisionnement en denrées qui vient de la Côte d'Ivoire, ils peuvent cultiver, comment est-ce qu'on appelle, la loco, les bananes plantains, oui. Comment est-ce qu'on appelle, les ananas, le cacao, ça c'est pas pour nous, mais ils peuvent en faire eux aussi pour même sortir. Le café. Et même à Tchéké, ils pourront le faire. Il y a plein de choses. C'est-à-dire que la Guinée peut reprendre tout ce que la Côte d'Ivoire fait. Ce que la Côte d'Ivoire est en train de faire. Mais comme il y a peut-être beaucoup d'orgueil dans la population, je crois qu'eux, ils n'ont pas conscience de ce que c'est. Nous avons le port, ils pensent qu'on en veut, alors il faut que... Non, ils ne donnent pas leur port. Non, ce n'est pas comme ça. C'est réciproque, on va se développer. Ils peuvent ravitailler le Mali avec tous ces produits, non compris les frais et les charges d'accotement quand les bateaux vont amarrer et décharger nos marchandises. Aujourd'hui, c'est par le port guinéen, ce qui est un énorme sacrifice qu'ils font pour nous. Nos armements viennent souvent par là-bas, la plupart du temps. C'est un sacrifice qu'ils font pour nous? C'est un sacrifice vu que la France n'est certainement pas pour ça. Mais la Guinée est un pays souverain. On le souhaite. Ouais, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Oui, docteur, vas-y. Et je crois que ceux qui nous suivent comprennent très bien aussi. Ces jeux de mots. Ok, allez-y. Oui, l'intervention de nos actuelles autorités, notamment le Premier ministre, face à ces problèmes de continentalité du Mali. Écoutez, quand... Et de l'Est, il a parlé au nom des 3 pays. Écoutez, moi j'ai dit toujours que j'aime bien notre langue, c'est une langue de sagesse. C'est-à-dire quand tu veux te rendre beau, c'est le jour de l'événement le plus important pour lequel tu as choisi que tu te rendras beau. Oui. N'est-ce pas? Mais le jour, 2 jours après, tu portes ton beau boubou, tes parures, ça ne servira à rien. On dit que ni Sanouya Donkuma Djezira Kausanaï. Si ce n'était pas le moment opportun, le Mali devrait porter plainte face à cette situation depuis les fameuses sanctions de leur organisation CEDEAO contre le Mali. On a bloqué le Mali. N'eût été la Guinée et la Mauritanie, ça allait barder. Hein. Mais les Guinéens, vraiment, je salue leur courage. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on dit de Mamadou Dimia et tout, mais ce courage-là qu'il a eu à dénoncer que lui, en tant que membre de la CEDEAO, il ne peut pas vraiment former son port au Mali. C'est salutaire. C'est par ce port de la Guinée que le Mali, vraiment, on a eu ce qu'on cherchait comme marchandises et tout. Et moi, je pensais que c'était une dette payée aussi, parce qu'au temps du président Ibeka Paix à son âme, lors de la maladie à Ebola, vous vous rappelez, tous ces pays soi-disant amis de la Guinée, à commencer par la Côte d'Ivoire, d'Alassane Ouattara, ont fermé leurs frontières. La seule frontière ouverte pour la Guinée, c'était le Mali. Le Mali n'a jamais formé sa frontière. Et
Il s'agit de deux peuples très frères. Les deux peuples, la Guinée, moi j'ai fait le voyage. Le mois d'août passé, par curiosité, j'ai été jusqu'à Conakry. Tout ce qu'on mange ici, c'est là-bas, c'est la même chose, quoi. Hein, nos manières de parler, tout ça, quelques différences près, mais c'est la même chose, c'est le même peuple. C'est l'implication malheureuse du blanc qui a fait tout ça qu'on est là aujourd'hui. Oui, vous parlez du colon. Du colon, exactement. La Guinée, c'est le Mali, c'est le Mandé. Le Mandé va jusqu'au... La Guinée, c'est le Mali c'est la Guinée. La Guinée, c'est la même chose. Donc moi, je pense que... Et même au temps du président Moussa Traoré, oui. Hein, quand il y a eu une escarmouche contre le président Sékou, le Maliens... Oui, Sékou dit que si les Maliens veulent encore venir planter leur drapeau... Ça, c'est depuis Modibo. Depuis Modibo. Moussa... Et Lassana Conté a dit, vraiment mon président que j'aime beaucoup, paix à son âme, lui disait les choses crues, quoi. Parce qu'à un moment donné, la Côte d'Ivoire avait commencé à faire des... Houphouët-Boigny avait commencé à faire des problèmes, à poser des problèmes aux Maliens. Parce que tout ce qui était ciment, tout ce qui était matériel de construction et tout, ça venait de la Côte d'Ivoire. Et Lassana Conté avait réservé une partie pour le Mali. Il a demandé aux Maliens d'aller aménager là-bas, que c'est leur port. On a refusé de partir. Voilà. Pour l'appuyer, oui. Ce n'est pas la première. L'Algérie, ce n'a pas été la seule fois où nos soldats ont aidé un autre pays. La 5e colonne en Guinée, le président Modibo a envoyé des contingents pour les aider. Et ce n'est pas qu'une seule fois, je crois au moins 2 fois. Oui, c'est l'histoire du lâche qui attaque la nuit. Ensuite, voilà. Comme il vient de le dire, le Mali n'a pas fermé ses frontières lors de l'épidémie à Ebola. Voilà. Donc, il y a le premier plan quinquennal que Modibo a fait en 1965. Il avait prévu de diversifier l'accès à la mer. C'était cette stratégie-là qu'on a laissé tomber. Quand il y a eu les problèmes en 1962 et qu'on a évacué Modibo, Houphouët a vu l'opportunité, il a fait la route jusqu'à Poko, il a dit « venez chez moi ». Et c'est ce que la Guinée doit faire aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, la Guinée, le terrain est très, très difficile. Parce que moi, je n'y ai pas été, mais il semble que c'est des montagnes. Oui, à franchir, c'est pas facile. Oui, à partir de Dalaba, c'est-à-dire la Haute-Guinée, non, la Basse-Guinée, à partir de Dalaba, la route n'est pas si bonne que ça. C'est des routes sinueuses, de montagnes et tout. Mais franchement, bravo aux autorités guinéennes parce qu'ils ont fait des routes dignes de ce nom. Bon, la route n'est pas tellement bonne parce qu'il faut avoir vraiment des camions très solides pour pouvoir surmonter certaines pentes. Mais la difficulté s'arrête à Dalaba. Ok, c'est bon. Je pense qu'aujourd'hui, notre diplomatie doit s'employer avec une communication appropriée à convaincre les Guinéens que nos sorts sont liés, qu'ils peuvent bénéficier plus de nous. Que tout ce que la Côte d'Ivoire ou le Sénégal sont en train de capter, eux, ils peuvent le capter plus. Et que c'est l'intérêt du développement des deux pays. Ok. Je n'avais pas fini. Hein. Je disais que... On arrive presque au terme de l'émission. Non, laissez-moi terminer. Il faudrait qu'on prenne l'habitude de dénoncer les choses qui nous ont été faites injustement au bon moment. Quoi. Au bon moment... Parce que la CEDEAO a eu à faire des choses, on pouvait porter plainte contre tous ces pays-là qui nous ont formé l'air littoral. Et on peut voir aller discuter ça aux Nations Unies. Même on en parlait tout de suite, là, les preuves que le Mali a contre la France. Tout de suite, on entend, on n'émet pas de pression. Il faut qu'on réouvre ces dossiers-là aux Nations Unies. Que la France doit être reconnue coupable de ce qu'il a commis. Et là même, ça va amener à abaisser leur ardeur. Parce que si tu vois qu'ils sont encore en train d'activer le feu du terrorisme, parce que le procès là aux Nations Unies n'a pas été fait. Et qu'est-ce que nos autorités attendent pour mettre la pression? On reste comme ça, on va faire 100 ans, il n'y aura pas de procès. Mais je pense que nos alliés russes viennent d'en parler publiquement. Ils viennent d'ailleurs de saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies que l'ONU doit
de fait accompagner les 3 pays de l'Est qui constituent une ligne rouge aujourd'hui, le point le plus chaud dans la lutte contre le terrorisme. N'oublions pas que la lutte contre le terrorisme est un combat porté par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc aujourd'hui, les 3 pays de l'Est sont en première ligne dans ce cadre. Qu'il est obligatoire que l'ensemble, quand on parle de la communauté nationale des pays membres des Nations Unies, doivent apporter leur soutien. C'est une façon de... Oui, ça nous amène aussi à dire que la communauté internationale n'est qu'une communauté pour eux, quoi. Pour ceux qui décident. Non, ça dépend des camps. Oui, mais écoutez, combien de fois les lois des Nations Unies ont été violées? Je viens, comprends-moi. Oui. Quand les risques parlent de la communauté internationale, ce n'est pas la même définition peut-être que quand la France est en train d'en parler. Quand ils disent communauté internationale, il s'agit des restants du pays en dehors des 3 pays de l'AES, c'est-à-dire l'ensemble des autres pays. Mais quand généralement la France en parle, il s'agit sans doute de l'Occident. Oui. Donc c'est un peu cette nuance. Docteur? Non, pas docteur. Les doyens. Je crois que on avait un peu effleuré la question. Vous avez tous parlé ici, la communauté internationale, l'ONU. Est-ce que vous avez parlé de l'Union africaine? Non. Et voilà un des combats que l'Union africaine doit mener. Mais il n'existe pas cette Union africaine. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est pas parce que c'est justement les panafricains ont un devoir d'engager le débat sur la réforme de l'Union africaine, sur les cas qui doivent l'intéresser. J'espère qu'un jour on en parlera. Il y a des domaines dans lesquels l'Union africaine peut s'investir entièrement au bénéfice des pays africains et éviter ces petits coups-là, dépendre des autres, des micmacs de salon. Ok. Non, il y a des champs à explorer. C'est bon. C'est promis. Un jour, nous parlerons exclusivement de l'Union africaine et d'autres organisations sous-régionales. Oui. Nous arrivons au terme de cette émission. On peut vous laisser partir. Il y a une dernière question. Nous avons besoin de votre point de vue. Parce que nous avons été sanctionnés, suivant qu'on a violé certaines normes de la démocratie. Oui. Et le président Ouattara avait même déclaré, c'était lui qui avait lu les communiqués des déclarations de guerre au Niger. Exactement. La raison c'était quoi? Le Niger avait enfreint certaines règles de la démocratie. Mais à cette veille d'élection en Côte d'Ivoire, nous constatons beaucoup d'opposants out, parce que ça nous concerne, hein, parce qu'on a voulu nous faire la guerre, on nous a fait la guerre commerciale pour ça. On a beaucoup d'opposants qui ont été interpellés, voire même arrêtés. Certains même disparus. Mais c'est quoi? Faut-il craindre alors pour la fameuse démocratie tant vantée, au nom de laquelle on a voulu faire la guerre et pour faire beaucoup de victimes africaines? Docteur, on commence par vous. Pas du tout, ce n'est que pire mensonge. Voilà. Si ça les arrange, ils parlent de démocratie. Si ça dérange l'autre, ça les arrange encore, ils parlent de démocratie. La Côte d'Ivoire est allée de soi-disant démocratie à la tyrannie maintenant. Et il faut faire extrêmement attention. Ce pays est comme un poudrière. Ça risque d'exploser à tout moment. Par la vanité d'un homme, par l'égoïsme d'un homme, par l'égocentrisme d'un seul homme. Le seul coq de la basse-cour qui chante, c'est lui. Et quand tu essaies de lever la tête, il te coupe. Mais il dit qu'il est démocrate, lui. Loin de là, il n'a jamais été démocrate. D'ailleurs, qui viole les lois? Il y a le comité de la CEDEAO, chez lequel les avocats de Guillaume Soro avaient porté plainte contre vraiment son éligibilité. Et ils ont fait un procès digne de ce nom. Ils ont dit qu'il n'y a pas de charge contre, il n'y a pas de fait qui puisse condamner le gars à se présenter aux élections présidentielles de son pays. Et le même Ouattara dit, il a eu les toupets de dire que les lois de la CEDEAO ne sont pas appliquées chez lui. Étant dans la CEDEAO encore. C'est une folie. Et lui, il voulait faire la guerre de la CEDEAO chez les autres. Oui, il voulait agresser le Niger. Il disait même qu'ils ont un contingent qu'il a commis à son ministre de l'économie de prendre les dispositions budgétaires et tout. Pour 3 mois. Pour 3 mois. Allah. Ça allait durer 3 mois? Non. On sait quand est-ce qu'une guerre commence. Mais pourquoi il n'a pas essayé? C'est ça. Ok.
Doyen, nous terminons avec vous. Votre mot là-dessus. Bon, moi, la démocratie est menacée là-bas. Je dis la démocratie comme l'indépendance ne s'offre pas, on l'arrache. La Côte d'Ivoire a une histoire à peu près similaire à la nôtre. Il y a eu le mouvement démocratique ici, entre guillemets, qui a voulu se battre pour une ouverture démocratique. Bon, ça a été fait. Mais il n'y a jamais eu ça là-bas. Mais, si, Laurent Gbagbo. Depuis le départ, Laurent Gbagbo est celui qui s'est battu à corps et âme, à ses risques et périls, pour l'ouverture. Là, c'est un homme. Je parle des mouvements populaires. Non, mouvement populaire, le problème de tous ces icônes, de tous ces chantres, c'est qu'ils ont eu raison trop tôt. C'est-à-dire, si tu n'as pas une masse critique capable de te suivre, tu risques de faire un combat perdu d'avance. C'est ce qui a manqué au président Gbagbo. C'est ce qui a manqué au moment où on était en train de faire ce qu'on nous a fait, au moment où on était en train de faire ça à Laurent Gbagbo, nos fameux démocrates ne l'ont pas secouru. Au contraire, ils ont souscrit à tout ça. Oui. Donc nous avons quelque chose à nous reprocher vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Tout comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui a beaucoup de quelque chose. Peut-être que pour eux, ils se reprocheraient, mais pour nous, Maliens, on a beaucoup à leur reprocher. Nous sommes victimes de fouilles quand même. Voilà. Avec Modibo. Plus que victime. Parce qu'il a joué sur le velours, mais il avait un double langage. Mais il a cassé tous les élans tant en Guinée que Kwame Nkrumah et autres, il a cassé tous les élans. Parce qu'il était en collaboration avec la métropole française. Donc, dans ces circonstances, c'est à qui nous avons une démarche similaire. Nos autorités, les mouvements démocratiques avaient pu décrocher la démocratie en 1991. Mais cette démocratie est imparfaite. Elle marche à contresens. Et donc, il y a eu un autre combat pour revenir à la démocratie. C'est ce qui nous a amené aujourd'hui à la transition. La Côte d'Ivoire, par Gbagbo, a fait une quête de démocratie. Il s'est battu. Finalement, il y a eu l'ouverture. Mais à partir de là, qu'est-ce qui en est sorti? Aujourd'hui, est-ce que cette démocratie est sur la route? Est-ce qu'elle n'est pas sur la route? Ce que je sais, c'est que la démocratie, si elle n'est pas sur la route, si les Ivoiriens jugent qu'elle n'est pas, c'est à eux de se battre. Nous autres, nous ne serons que des suppléments. Mais nous ne serons pas en première ligne pour nous battre à leur place. Mais c'est eux qui doivent détecter. Et de tous les pays africains, je vois une montée des panafricains. Mais je ne constate pas qu'il y ait beaucoup de panafricains qui aient émergé en Côte d'Ivoire. Il faut voir. Vous avez des opposants ivoiriens à l'extérieur, mais qui sont opposants au régime en place. Mais est-ce que pour autant ils admirent ce que nous faisons? Mais est-ce que pour autant c'est des panafricains? La question reste posée. Je pense que les jours ou les semaines à venir nous permettront de voir clair. Et d'ici là, nous, peuple d'Afrique, vous qui nous avez suivis, peuple du monde libre, ça fait déjà plus d'une heure que vous êtes là en train de suivre ces débats. Nous avons été accompagnés de nos deux éminents experts, Dr Mamadou Sylla Traoré, et l'inspecteur de la douane à la retraite, M. Daniel Koulibaly. Ils ont pu apporter leur point de vue et je pense qu'ils sont même entrés en profondeur. Nous vous remercions et nous espérons vous retrouver sans doute vendredi prochain, même heure, même émission, avec peut-être sans doute avec les mêmes invités. Au mieux même, ils pourront être renforcés. Nous vous remercions et à la semaine prochaine. Merci.